Ce matin-là, à 7 heures précises, mon téléphone a sonné. La voix de Bastien tremblait comme une feuille d'automne. « Grand-mère, ne porte pas ta robe bleu marine ce soir. » J'ai reposé ma tasse de thé. Dehors, Paris s'éveillait doucement, mais dans ma poitrine, quelque chose venait de se briser. « Pourquoi, mon chéri ?» Un silence. Puis, presque dans un murmure, « J'ai entendu papa et tante Virginie. Ils préparent quelque chose. » À 20 heures, je suis arrivée chez mon fils Clément, comme prévu, pour ce dîner familial. J'avais choisi ma robe grise perle, celle que personne n'attendait. 30 minutes plus tard, 2 hommes en uniforme blanc ont sonné à la porte. « Madame Carpentier, nous venons de la résidence Les Tilleuls. Votre belle-fille nous a appelés. Vous vous êtes encore échappée, n'est-ce pas ?» Mon fils a pâli. Sa femme a cherché mon regard, puis ma robe. « Bleu marine », avait-il dit au téléphone. « La vieille dame sera en bleu marine, mais j'étais en gris perle. Je m'appelle Adèle Carpentier. J'ai 77 ans, 2 enfants, 4 petits-enfants, et pendant 52 ans, j'ai cru que l'amour familial était inconditionnel. Ce soir-là, j'ai découvert que certains amours ont un prix, et que ce prix, c'était ma liberté. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Lorsque les 2 hommes sont repartis, confus et bredouillants, le silence dans le salon de mon fils pesait plus lourd qu'une pierre tombale. Mais moi, Adèle Carpentier, j'étais bien vivante, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Pour comprendre cette soirée, il faut que je vous raconte comment tout a commencé. Il faut que je vous parle des dimanches. Pendant 46 ans, j'ai été l'épouse de Michel Carpentier, architecte, homme d'honneur, père dévoué. Nous avions construit notre vie ensemble dans cet appartement du 15e arrondissement, avec ses hauts plafonds, ses moulures d'époque, et cette grande table en noyer où nous recevions la famille chaque dimanche. Clément arrivait toujours le premier, avec sa femme Virginie et leurs 2 garçons. Bastien, l'aîné, courait vers moi en criant « Mamie !» et se jetait dans mes bras. Il sentait le savon et l'enfance. Clément m'embrassait sur le front, comme son père le faisait avec sa propre mère. « Tu nous as préparé ton bœuf bourguignon, maman ?» Toujours. Ma fille Mathilde arrivait ensuite, parfois seule, parfois avec un nouvel amoureux. Elle était artiste, libre, un peu sauvage. Michel disait qu'elle avait hérité de l'âme de sa grand-mère italienne. Ces dimanches, avec le goût du romarin, du vin rouge qui mijote, des rires d'enfants dans le couloir. J'avais toujours rêvé d'une grande famille. Michel m'avait donné cette vie-là. Puis, il y a 3 ans, Michel est parti, un mardi matin de février. Une crise cardiaque, dans son sommeil, à côté de moi. Il avait 75 ans. Moi, j'en avais 74. On ne se prépare jamais vraiment à devenir veuve. Les premiers mois, Clément venait tous les jours. Il vérifiait que j'allais bien, rangeait les papiers de son père, s'occupait des démarches administratives. Virginie m'apportait des plats préparés dans des Tupperware en souriant gentiment. « Vous ne devez pas rester seule, Adèle. » Mais je voulais rester seule, pas par tristesse, par respect, par besoin de silence, pour apprivoiser cette nouvelle vie où personne ne prononçait plus mon prénom le matin. Les dimanches ont continué, mais quelque chose avait changé. Virginie a commencé à regarder l'appartement différemment. Ses yeux s'attardaient sur les peintures, sur les meubles anciens, sur l'espace. Elle posait des questions, mine de rien. Cet appartement doit valoir une fortune maintenant, non? 180 mètres carrés dans le 15e. Vous n'avez pas peur, toute seule ici? Et si vous tombiez, qui vous retrouverait? Clément hochait la tête à côté d'elle. Mon fils, mon premier-né, celui que j'avais porté, nourri, consolé pendant 39 ans. Il hochait la tête, mais Bastien, lui, me serrait la main sous la table. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 6 mois après la mort de Michel, lors d'un dimanche de septembre, Virginie a posé une brochure sur la table entre le fromage et le dessert. Résidence Les Tilleuls. Vivre ses plus belles années en toute sérénité. J'ai senti mon cœur se glacer, mais j'ai souri, parce que c'est ce que les mères font. Elles sourient, même quand on leur vole leur maison. Il existe des violences silencieuses, celles qui ne laissent pas de marques visibles, mais qui creusent l'âme comme l'eau creuse la pierre. J'ai dit à Clément que je n'étais pas intéressée par la résidence Les Tilleuls. J'ai dit cela calmement, en servant le café, comme on refuse poliment une 2e part de tarte. « Merci, mon chéri, mais je suis très bien ici. » Virginie a insisté, avec son sourire parfait, ses ongles vernis de rose pâle. « Mais Adèle, ce n'est pas un hospice, c'est un lieu de vie, avec des activités, des gens de votre âge, une infirmière disponible 24 heures sur 24. Vous ne seriez plus seule, seule. » Ce mot revenait sans cesse dans sa bouche, comme une accusation.
Clément a ajouté, sans me regarder, « Maman, on s'inquiète pour toi, tu as 74 ans. Papa n'est plus là pour veiller sur toi. 74 ans, pas 90, 74. Je marchais 5 kilomètres par jour. Je faisais mes courses seule. Je lisais, je cuisinais, je recevais mes amis du club de bridge tous les jeudis. J'avais même commencé à prendre des cours d'aquarelle. Mais dans leur regard, j'étais déjà une vieille femme fragile qui allait tomber et mourir seule sur son parquet Versailles. Les semaines suivantes, j'ai remarqué les détails. Virginie fouillait dans mes placards sous prétexte de ranger. « Vous gardez vraiment toute cette vaisselle, Adèle ? Vous n'en utilisez même pas la moitié. » Clément a commencé à parler de « simplifier ma vie ». Il a suggéré de vendre la voiture. « Tu ne conduis presque plus, maman. L'assurance coûte cher pour rien. » Ma Peugeot, celle que Michel m'avait offerte pour mes 60 ans. Un dimanche, j'ai surpris Virginie dans ma chambre. Elle tenait entre ses mains la petite boîte en nacre que Michel m'avait rapportée de notre voyage à Venise. À l'intérieur, mon alliance, mes boucles d'oreilles en perles, le bracelet de ma mère. « Oh, pardon, Adèle. Je regardais juste. C'est tellement joli. » Elle a reposé la boîte, trop lentement. On ne regarde pas, juste, les bijoux d'une femme encore vivante. Mais le pire, c'était Clément. Mon fils ne me regardait plus dans les yeux. Il parlait de moi, pas avec moi. Comme si j'étais déjà absente. Elle oublie des choses, tu sais. Ai-je entendu un soir qu'il chuchotait au téléphone dans le couloir. L'autre jour, elle a oublié notre rendez-vous chez le notaire. Mensonge. Nous n'avions jamais eu de rendez-vous chez le notaire. J'ai compris, ce soir-là, qu'on construisait autour de moi un récit. Une histoire dans laquelle Adèle Carpentier, professeure de français à la retraite, mère et grand-mère, devenait peu à peu une vieille dame confuse, fragile, incapable. Une histoire qui justifierait ce qu'il préparait. Seul Bastien résistait. Il avait 14 ans maintenant. L'âge où l'on commence à voir le monde tel qu'il est vraiment. Un dimanche, alors que ses parents discutaient dans le salon, il est venu s'asseoir près de moi dans la cuisine. J'épluchais des pommes pour une tarte. « Ah, mamie, oui, mon cœur, tu vas vraiment partir vivre ailleurs ?» J'ai posé mon couteau. J'ai pris sa main. « Tant que je peux choisir, Bastien, je reste ici. » Il a hoché la tête. Puis il a murmuré « Maman dit que cet appartement pourrait payer les études de Clément et les miennes. Clément, mon petit-fils de 8 ans, mon appartement, leur héritage. Déjà, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris, et j'ai compris que dans cette ville que j'aimais, dans cet appartement que j'avais habité pendant 46 ans, j'étais devenue une étrangère, un obstacle entre mes enfants et leur avenir. Mais je n'étais pas encore prête à disparaître. Quand on aime ses enfants, on finit toujours par céder, même quand céder signifie renoncer à soi-même. J'ai accepté la visite à la résidence Les Tilleuls, juste pour voir, ai-je dit à Clément. Pour te rassurer, son visage s'est illuminé. Il m'a embrassé sur les 2 joues, comme quand il était petit et que je lui achetais une glace. Tu verras, maman, c'est magnifique et tu ne seras pas obligée d'y aller si tu ne veux pas. C'est juste au cas où, au cas où, au cas où je tomberais, au cas où je deviendrais folle, au cas où je mourrais seule et que personne ne me retrouverait avant des jours, au cas où je deviendrais un problème. La résidence Les Tilleuls se trouvait à Versailles, dans un quartier calme bordé d'arbres centenaires. De l'extérieur, cela ressemblait à un hôtel élégant. Pierre de taille, volets blancs, jardin impeccable. À l'intérieur, ça sentait le désinfectant et la fin de vie. La directrice nous a reçus dans son bureau. Une femme d'une 50aine d'années, chignon serré, sourire commercial. « Madame Carpentier, quel plaisir de vous rencontrer. Votre fils m'a beaucoup parlé de vous. »« Vraiment ? Et qu'a-t-il dit ?» Elle nous a fait visiter. Chambre propre, lumineuse, avec vue sur le parc. Salle à manger avec nappe blanche, salon avec piano, bibliothèque, salle d'activité où 3 femmes aux cheveux blancs peignaient des fleurs sur des assiettes en porcelaine. Tout était parfait. Trop parfait. Une des résidentes, assise près de la fenêtre, regardait dehors sans cligner des yeux. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Elle ne peignait pas. Elle ne lisait pas. Elle attendait. La mort, probablement. Nous organisons des sorties culturelles, des concerts, des ateliers mémoire, continuait la directrice avec enthousiasme. Nos résidents sont très heureux ici. N'est-ce pas, Madame Beaumont ? La femme près de la fenêtre n'a pas répondu. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Clément conduisait en silence. Virginie, à l'arrière, pianotait sur son téléphone. « Alors, maman, qu'en penses-tu ? Je pense que je veux mourir chez moi, dans mon lit, avec mes livres et mes souvenirs. Mais j'ai dit, c'est très agréable. Tu vois, je te l'avais dit, et tu n'es pas obligé d'y aller maintenant.
On inscrit juste ton nom sur la liste d'attente. Au cas où, j'ai signé des papiers. Parce que c'était plus simple que de discuter. Parce que Clément avait l'air tellement soulagé. Parce que je ne voulais pas être une mauvaise mère. Parce que j'avais peur de les perdre. Les semaines suivantes, j'ai cédé sur d'autres choses. J'ai vendu la voiture. Tu as raison, mon chéri. Je ne conduis presque plus. J'ai donné une partie de ma vaisselle à Emmaüs. Virginie a raison, je n'utilise pas tout ça. J'ai accepté qu'une aide ménagère vienne 2 fois par semaine. Pour ne pas te fatiguer, maman. Une femme de 30 ans qui nettoyait ma maison pendant que je la regardais faire. Moi qui avais élevé 2 enfants, enseigné le français pendant 35 ans, organisé des dîners pour 20 personnes. Chaque concession était une petite mort. Mais je souriais, je disais merci. Je faisais semblant d'être reconnaissante. C'est ce que font les femmes de ma génération. Elles s'effacent pour que les autres soient heureux. Un jeudi soir, mes amis du club de bridge sont venus à l'appartement. Françoise, Geneviève, Marguerite. Nous nous connaissions depuis 40 ans. Françoise a remarqué immédiatement. « Adèle, tu vas bien? Tu as maigri. Je vais très bien. On ne te voit presque plus au club. Clément préfère que je ne sorte pas seule le soir. » Geneviève a posé sa main sur la mienne. « Adèle, tu es chez toi. Tu fais ce que tu veux. » Mais c'était justement le problème. Je n'étais plus sûre d'être encore chez moi. C'est Bastien qui a tout changé. Un samedi après-midi, il est venu me voir seul. Il avait pris le métro depuis Neuilly. 14 ans, et déjà cet air grave qui me rappelait Michel. « Mamie, il faut que je te parle. » Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai préparé du chocolat chaud, comme quand il était petit. « Je ne veux pas que tu partes, » a-t-il dit brusquement. « Je ne veux pas que tu ailles dans cette résidence. Mon cœur, ce n'est peut-être pas si mal. » Si, il avait les larmes aux yeux maintenant. « Papa et maman ne parlent que de ça, de ton appartement, de ce qu'ils vont en faire. Maman a déjà appelé 2 agents immobiliers. Mon sang s'est glacé. Bastien, et ce n'est pas tout. Il a sorti son téléphone, m'a montré des messages échangés entre Virginie et une amie. L'appartement vaut au moins 1,2 million. Une fois la vieille placée, on pourra enfin respirer. Clément hérite de tout. La vieille, moi. J'ai regardé mon petit-fils, ses yeux brillants de larmes et de colère. Et j'ai compris que je m'étais trompée. La paix que j'avais cherché à préserver n'existait plus. Elle était morte le jour où j'étais devenue un obstacle. Et maintenant, il fallait me battre. Il y a une différence entre soupçonner et savoir. Entre imaginer le pire et en tenir la preuve dans ses mains. Cette semaine-là, j'ai franchi cette frontière. Après la révélation de Bastien, je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus sourire poliment pendant que mon fils et sa femme planifiaient ma disparition. Mais je ne voulais pas non plus me battre sans armes. Alors j'ai décidé d'enquêter. Le mardi suivant, j'ai invité Clément et Virginie à déjeuner, seuls, sans les enfants. « Je voudrais qu'on parle de la résidence », ai-je dit en servant le poulet rôti. « Peut-être que vous avez raison. Peut-être que ce serait plus simple. » Le regard de Virginie s'est illuminé comme un arbre de Noël. « Oh, Adèle, vous ne pouvez pas savoir comme ça nous soulage. » Clément a souri, soulagé. « Mon fils, mon premier-né. Maman, je suis fière de toi. C'est une décision courageuse, courageuse. Quel mot étrange pour dire « tu abandonnes ». Mais j'ai besoin de temps, ai-je ajouté, pour trier mes affaires, pour dire au revoir à l'appartement. Quelques mois. Virginie a froncé les sourcils imperceptiblement. Quelques mois? Mais Adèle, votre place sur la liste d'attente? 2 ou 3 mois, pas plus. Clément a posé sa main sur la mienne. Bien sûr, maman, prends ton temps. Mais je voyais déjà dans leurs yeux qu'ils calculaient. 2 mois, fin janvier. L'appartement sera libre au printemps. Après leur départ, j'ai attendu 1 heure. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai fouillé dans les affaires de mon fils. Clément gardait encore quelques cartons dans le petit bureau au fond de l'appartement. Des archives, des papiers de famille, des documents de son père. J'ai ouvert le premier carton. Vieilles factures, photos de famille, rien d'inhabituel. Le deuxième carton contenait des dossiers médicaux. Les miens, mes analyses de sang, mes radiographies, mes comptes rendus de consultation. Pourquoi Clément avait-il tout cela? Et puis, j'ai vu, dans la marge d'un compte rendu vieux de 6 mois, une note manuscrite de Virginie. Peut servir pour dossier médical résidence. Demandez à Vipsy. À Vipsy. Il voulait me faire passer pour démente. J'ai continué de fouiller, le cœur battant si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Au fond du 3e carton, une chemise cartonnée marquée « Maman, administratif ». À l'intérieur, des documents que je n'avais jamais signés. Une procuration donnant à Clément le droit de gérer tous mes comptes bancaires. Un mandat de protection future, déjà rempli, attendant juste ma signature. Une estimation immobilière de l'appartement, 1 250 000 €, quartier prisé, bien rare, vente rapide assurée. Et une lettre, tapée à l'ordinateur, signée de ma main. Sauf que ce n'était pas mon écriture.
Je, sous-signé Adèle Carpentier, reconnais ne plus être en mesure de vivre seul en toute sécurité. Je demande à mon fils Clément de m'accompagner dans mon placement volontaire à la résidence Les Tilleuls. Placement volontaire. Faux. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir par terre, au milieu des cartons éparpillés. Tout était là, noir sur blanc, méthodique, calculé. Il ne me volait pas juste mon appartement. Il me volait mon identité, ma dignité, ma voix. J'ai pensé à Michel, à ce qu'il aurait dit s'il avait vu ça. Lui qui avait élevé Clément dans l'honnêteté, le respect, le travail. Notre fils, Adèle, nous avons échoué quelque part. Non, Michel, tu n'as pas échoué. C'est moi qui ai trop aimé. Ce soir-là, Bastien m'a appelé. Mamie, ça va? Oui, mon cœur, tu mens. Je t'entends dans ta voix. Cet enfant me connaissait mieux que mon propre fils. Bastien, est-ce que tu as entendu autre chose? Un silence. Puis, ils ont parlé d'une date, le 20 décembre. Papa a dit, elle sera partie avant Noël. Le 20 décembre, dans 5 semaines. Et il y a autre chose, mamie. Quoi? Maman a dit qu'il fallait que tu portes quelque chose de reconnaissable pour que les gens de la résidence te repèrent facilement. Elle a suggéré ta robe bleu marine, celle que tu mets toujours pour les grandes occasions. Ma robe bleu marine, celle que Michel aimait tant. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai tout compris, cette nuit-là, en regardant ma robe bleu marine pendue dans l'armoire. Le plan était simple, brutal, efficace. Un dîner familial, le 20 décembre. Moi en robe bleu marine, comme d'habitude. Et pendant le repas, 2 hommes de la résidence viendraient sonner. Virginie leur aurait dit « Madame Carpentier s'est encore échappée. Elle porte une robe bleu marine. Elle est confuse. Ramenez-la, s'il vous plaît. » Devant les enfants. Devant Bastien et petit Clément. Une vieille femme folle qu'on ramène de force à l'asile. Personne ne poserait de questions. Personne ne me croirait si je protestais. Une vieille dame confuse qui nie ses propres problèmes. Mais il ne savait pas une chose. Il ne savait pas que Bastien m'aimait plus qu'il ne craignait ses parents. Et il ne savait pas que moi, Adèle Carpentier, professeur de français pendant 35 ans, j'avais encore toute ma tête, et que j'allais me battre. Il y a des moments dans une vie où tout bascule, où l'on cesse d'être la personne que l'on était pour devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus lucide, de plus dur, de plus seul. Pour moi, ce moment est arrivé un jeudi après-midi de novembre, sous une pluie fine qui l'avait parie de ses illusions. Après ma découverte, j'ai passé 3 jours enfermé chez moi. Je ne répondais pas au téléphone. Je ne descendais pas chercher le courrier. Je restais assise dans le salon, près de la fenêtre, à regarder les gens passer dans la rue. Des vies normales, des familles normales. Françoise a fini par sonner à ma porte, inquiète. « Adèle, mon Dieu, tu m'as fait peur. Tu ne réponds plus à personne. » Je l'ai laissée entrer. Elle a vu mon visage et s'est tue immédiatement. Françoise me connaissait depuis l'époque où nos enfants jouaient ensemble au square. Elle savait lire en moi. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Les documents, le faux, la date, la robe bleu marine. Elle est restée silencieuse un long moment, sa tasse de thé refroidissant entre ses mains. Puis elle a dit, très calmement, « Tu dois appeler Mathilde, ma fille, mon bébé sauvage, celle qui avait toujours refusé les conventions, les attentes, les obligations familiales. » Mathilde vivait dans un petit atelier à Belleville. Elle était céramiste, gagnait peu, vivait simplement. Depuis la mort de son père, elle était venue me voir chaque semaine, sans jamais me poser de questions, sans jamais me juger. Elle était la seule qui me traitait encore comme une personne. Je l'ai appelée. Ma voix tremblait. « Ma chérie, j'ai besoin de te voir. J'arrive. » 1 heure plus tard, elle était là. Cheveux courts, veste en jean, basket usée. Elle sentait l'argile et la térébenthine. Elle m'a prise dans ses bras, fort, longtemps. « Raconte-moi tout, maman. » Je lui ai montré les documents, un par un, la fausse lettre, l'estimation immobilière, les notes manuscrites, les messages que Bastien avait photographiés. Mathilde est devenue très pâle. Ses mains se sont mises à trembler. « Ce fils de pute, Mathilde. »« Non, maman. » Elle s'est levée, marchant de long en large dans le salon comme un animal en cage. « Ce fils de pute, mon frère, notre frère. Comment il peut, comment il ose ?» Elle s'est arrêtée devant la photo de nous 4. Clément, Mathilde, Michel et moi, prise il y a 20 ans, pendant des vacances en Bretagne. Nous sourions tous. « Papa serait mort de honte », a-t-elle murmuré. Oui, il serait mort de honte. Mathilde a pris les choses en main avec une efficacité que je ne lui connaissais pas. D'abord, on fait des copies de tout. Ensuite, tu vas voir un avocat. Et moi, je vais avoir une petite conversation avec mon frère. Non, Mathilde, pas encore. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais peur. Parce que, malgré tout, c'était mon fils. Parce qu'une partie de moi espérait encore qu'il y avait une explication.
une raison, quelque chose qui rendrait tout cela moins monstrueux. Parce que les mères pardonnent toujours. Je veux comprendre d'abord, ai-je dit. Je veux savoir pourquoi. Mathilde m'a regardé longuement. Maman, tu connais déjà la réponse. Le lendemain, j'ai invité Clément à déjeuner, seul, sans Virginie. Maman, c'est rare que tu m'invites sans Virginie. Tout va bien? Oui, mon chéri. Je voulais juste passer du temps avec toi, comme avant. Il est arrivé à midi pile, un bouquet de fleurs à la main, des pivoines roses, mes préférées. Comment pouvait-il se souvenir de mes fleurs préférées et en même temps planifier de me voler ma vie? Nous avons mangé. J'avais préparé son plat favori, blanquette de veau, comme quand il était enfant. Il a parlé de son travail, des enfants, de Virginie, des banalités, comme si de rien n'était. Puis, au moment du café, j'ai posé la question. « Clément, es-tu heureux ?» Il a levé les yeux, surpris. « Heureux ? Oui, bien sûr. Pourquoi cette question ? Juste comme ça. Tu sembles préoccupé ces derniers temps. » Un silence. Il a tourné sa cuillère dans sa tasse, encore et encore. C'est vrai que, financièrement, ce n'est pas facile. Voilà, la porte s'ouvrait. « Raconte-moi. » Il a hésité. Puis, comme si un barrage se rompait. L'école privée des garçons coûte une fortune. Virginie veut refaire toute la cuisine. On a pris un crédit pour la voiture. Et mon salaire ne suffit plus. Papa nous aidait, tu te souviens? Mais maintenant papa est mort. Et moi, je suis assise sur 1 250 000 €. Je vois, ai-je dit calmement. Et tu penses que je devrais? Non, maman. Je ne te demande rien. Jamais. C'est juste que quoi? C'est juste que parfois, je me dis que cet appartement est trop grand pour toi, trop cher à entretenir, que ce serait plus simple si... Il s'est arrêté. Il a vu mon regard. Si je partais, ai-je terminé pour lui. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si, c'était exactement ce qu'il voulait dire. J'ai attendu qu'il finisse son café. Puis j'ai dit, très doucement, « Clément, je sais que tu as fait estimer l'appartement. » Il a pâli. Je sais que tu as préparé des documents à ma place, des faux. Maman, non, ce n'est pas... Je sais pour le 20 décembre, pour la robe bleu marine, pour tout. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le toucher. Clément me regardait, bouche ouverte, incapable de parler. Puis, lentement, son visage a changé. La culpabilité, la honte, mais aussi quelque chose d'autre, de la colère. Qui t'a dit ça? Mathilde? Bastien? Peu importe. Il s'est levé brusquement, faisant tomber sa chaise. « Tu ne comprends pas, maman. Tu ne comprends rien. Alors explique-moi. Tu vis dans cet appartement immense, toute seule, pendant que nous, on se sert dans 90 mètres carrés à Neuilly. Papa t'a tout laissé. Tout. Et nous, qu'est-ce qu'on a eu? Des dettes, des frais, la responsabilité de s'occuper de toi, la responsabilité de s'occuper de moi. Voilà ce que j'étais devenue. Une responsabilité. Alors c'est pour ça, ma voix était calme, trop calme. Pour l'argent? Oui, pour l'argent. Tu sais combien coûte la vie aujourd'hui? Tu sais à quel point c'est dur d'élever 2 enfants, de payer l'école, les vacances, les activités, pendant que toi, tu es assise sur une fortune que ton père et moi avons construite pendant 50 ans, et qui nous revient, pas qui vous reviendra un jour, qui nous revient, maintenant, tout de suite. Je me suis levée, mes jambes tremblaient, mais je me suis tenue droite. Sors de chez moi. Maman, sors. Il a attrapé sa veste. À la porte, il s'est retourné. Tu fais une erreur. Sans moi, tu ne tiendras pas 6 mois. Tu es vieille, tu es seule. Tu vas tomber, oublier tes médicaments, te perdre dans la rue. Et quand ça arrivera, ne viens pas me supplier de t'aider. Vieille, seule, confuse. Les mêmes mots que dans les faux documents. Il y croyait vraiment. Au revoir, Clément. La porte a claqué. Je suis restée debout au milieu du salon, tremblante, le cœur battant si fort que j'avais mal à la poitrine. La vérité était là, nue, cruelle. Mon fils ne m'aimait plus. Peut-être ne m'avait-il jamais aimé vraiment. Peut-être que tout ce que je prenais pour de l'amour n'était que de l'habitude, de la convenance, de l'intérêt. L'amour ne planifie pas de trahison. L'amour ne falsifie pas de documents. L'amour ne traite pas sa mère de vieille qui doit partir. Ce soir-là, Mathilde est revenue. Elle m'a trouvée assise par terre dans la cuisine, la boîte en nacre de Michel, ouverte sur mes genoux. Je tenais mon alliance entre mes doigts. 52 ans de mariage, ai-je murmuré. 52 ans à croire que j'avais construit une famille. Mathilde s'est assise à côté de moi. Elle a pris ma main. Tu as construit une famille, maman. Moi, Bastien, petit Clément. Nous, on t'aime, vraiment. Mais Clément a fait son choix. Virginie a fait son choix. Ce ne sont plus des enfants.
Ce sont des adultes responsables de leurs actes. Des adultes responsables de leurs actes. Elle avait raison. Mon petit garçon était mort depuis longtemps. À sa place, il y avait un homme de 39 ans, endetté, frustré, qui voyait sa mère comme un obstacle entre lui et le confort. Un homme que je ne reconnaissais plus. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je demandé. Mathilde m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Du respect. « Maintenant, maman, tu te bats. Tu leur montres que tu n'es pas la vieille femme fragile qu'ils imaginent. Tu leur montres qu'Adèle Carpentier est encore là, vivante, lucide, et qu'elle ne se laissera pas effacer. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Le 20 décembre, il viendrait. Il sonnerait à la porte. Il chercherait une femme en robe bleu marine. Mais moi, Adèle Carpentier, 77 ans, veuve, mère, grand-mère, professeure retraitée, moi, je serais prête. Et je leur donnerais une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le 20 décembre est arrivé comme un verdict. Un ciel gris perle sur Paris, un froid sec qui mordait les joues, l'odeur des marrons chauds dans les rues, les vitrines illuminées pour Noël, les gens pressés avec leurs paquets cadeaux. La vie continuait, indifférente. Pendant que moi, je me préparais pour le combat de ma vie. Je me suis réveillée à 6 heures ce matin-là. Pas à cause de l'angoisse, à cause de la clarté. Une clarté froide, minérale, qui venait du fond de moi. J'avais passé les 3 dernières semaines à me préparer. Mathilde m'avait aidée, Françoise aussi, et Bastien, mon ange gardien, mon petit espion. Nous avions un plan simple, moral, juste. Laisser Clément et Virginie se piéger eux-mêmes. À cette heure précise, mon téléphone a sonné. Bastien. Grand-mère, ne porte pas ta robe bleu marine ce soir. J'ai souri. Mon petit-fils jouait parfaitement son rôle. Pourquoi, mon chéri? J'ai entendu papa et tante Virginie. Ils préparent quelque chose. Exactement comme prévu. Merci, mon cœur. Je ferai attention. Après avoir raccroché, j'ai regardé ma penderie. La robe bleu marine était là, pendue entre 2 autres. Celle que Michel aimait tant. Celle qu'ils avaient choisie comme signal. Je ne la porterai pas. À la place, j'ai sorti ma robe grise perle. Élégante, sobre, discrète. Une robe que personne n'attendait. Le premier coup d'échec. Toute la journée, j'ai préparé le dîner. Blanquette de veau pour Clément. Tarte tatin pour les enfants. Tout comme d'habitude. Tout comme si de rien n'était. Mathilde est arrivée vers 15 heures. Elle portait une robe noire simple et ses cheveux étaient attachés. Je ne l'avais jamais vue aussi sérieuse. « Tu es sûre, maman? On peut encore annuler, partir, disparaître? Non, ils vont te faire du mal. Ils m'ont déjà fait du mal. Ce soir, je veux juste la vérité. Devant tout le monde, devant les enfants, devant témoins. » Mathilde a hoché la tête. Elle a sorti de son sac un petit appareil, un enregistreur audio. Je vais le mettre dans le buffet du salon. Il captera tout, tout. Nous avions aussi invité Françoise et son mari, sous prétexte d'un dîner de Noël élargi. Clément n'avait pas été content, mais il n'avait pas osé refuser. Des témoins, respectables, irréfutables. À 19 heures, Françoise et Gérard sont arrivés les premiers. Je leur ai servi du champagne dans le salon. Ils savaient, ils étaient tendus mais dignes. « Merci d'être là », ai-je murmuré. Françoise a serré ma main. « Nous sommes avec toi, quoi qu'il arrive. » À 19h30, Mathilde s'est installée dans le fauteuil près de la fenêtre, un verre de vin blanc à la main. Elle semblait décontractée, mais je voyais ses mains trembler légèrement. Ma fille, mon bébé sauvage, prête à me défendre. À 20 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Clément se tenait là, raide dans son costume gris. Virginie à côté de lui, impeccable dans un tailleur crème, un sourire parfait plaqué sur ses lèvres. Derrière eux, Bastien et petit Clément, 8 ans, avec son sac à dos Spider-Man. « Bonsoir, maman. » Clément m'a embrassé sur les joues, froidement, mécaniquement. Virginie m'a tendu un bouquet de fleurs blanches. « Bonsoir, Adèle. Vous êtes ravissante. » Ses yeux ont balayé ma robe, grise perle, pas bleu marine. Un éclair de confusion a traversé son regard. « Merci, ma chérie. Entrez, entrez. » Dans le salon, les présentations ont été brèves. Clément a paru surpris de voir Françoise et Gérard. « Je ne savais pas que vous invitiez d'autres personnes, maman. » « C'est Noël, mon chéri. Plus on est deux fous, plus on rit. » Virginie s'est assise, mais elle ne riait pas. Elle regardait sa montre, encore et encore. 20h05, 20h10. Bastien est venu s'asseoir près de moi. Il a glissé sa main dans la mienne. « Ça va, mamie ?»« Oui, mon cœur. Tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Je voyais Virginie chuchoter quelque chose à l'oreille de Clément. Je voyais mon fils regarder ma robe, puis la porte, puis sa montre. Ils attendaient bien quelqu'un. À 20h20, nous sommes passés à table. J'avais mis ma plus belle nappe, celle en lin blanc que nous utilisions pour les grandes occasions. Les bougies,
les verres en cristal. Tout était parfait. Un dernier dîner en famille. La conversation était forcée, artificielle. Clément parlait de son travail sans me regarder. Virginie souriait en découpant la viande de petit Clément. Mathilde restait silencieuse, observant tout comme un rapace. Seul Bastien semblait naturel. Il me racontait ses cours, ses amis, ses projets. « Au fait, mamie, tu as choisi une nouvelle robe? Je ne t'avais jamais vue avec celle-là, mon petit acteur. »« Oui, mon cœur, j'ai eu envie de changement. » Virginie a levé les yeux vers moi. Pour la première fois de la soirée, elle m'a vraiment regardée. Et j'ai vu. La panique. À 20h30 exactement, la sonnette a retenti. Le silence est tombé sur la table comme une chape de plomb. Virginie a posé sa fourchette. Clément s'est raidi. « Qui est-ce » a demandé Françoise innocemment. « Je ne sais pas » ai-je répondu calmement. « Je n'attends personne d'autre. Clément, tu peux aller ouvrir ?» Mon fils s'est levé lentement. Il a échangé un regard avec Virginie. Elle a hoché la tête imperceptiblement. « Vas-y, c'est eux ?» Clément a ouvert la porte. 2 hommes se tenaient sur le palier. Uniforme blanc. Badge, résidence Les Tilleuls. Costaud, professionnel. « Bonsoir, monsieur. Nous venons chercher madame Adèle Carpentier. » Dans la salle à manger, plus personne ne bougeait. Petit Clément regardait la scène avec des yeux ronds. Bastien me serrait la main si fort que j'avais mal. Les 2 hommes sont entrés dans le salon, suivis de Clément qui semblait paralysé. Le plus âgé des 2 a sorti un papier de sa poche. « Madame Carpentier, je suis monsieur Dulac de la résidence Les Tilleuls. Votre belle-fille nous a appelés cet après-midi. Elle nous a signalé que vous vous étiez encore échappé de notre établissement. » Échappé, comme si j'étais déjà prisonnière. « Je suis désolée, » ai-je dit très calmement. « Mais il doit y avoir une erreur. Je ne suis jamais allée dans votre établissement. Je vis ici. C'est mon appartement. » L'homme a froncé les sourcils. Il a regardé Clément. « Monsieur Carpentier ?» Clément ne disait rien. Il regardait ma robe, grise, pas bleu marine. Virginie s'est levée précipitamment. « Il n'y a pas d'erreur. Madame Carpentier est confuse. Elle ne se souvient plus. C'est pour ça qu'elle est chez vous. Regardez. » Elle a sorti son téléphone, a montré une photo à l'homme, une photo de moi, prise il y a quelques semaines, lors d'un dimanche, avec ma robe bleu marine. Vous voyez, c'est elle. Elle porte toujours cette robe. Cherchez-la. Les 2 hommes ont regardé autour d'eux, ont regardé ma robe grise perle, ont regardé les invités attablés, les bougies, le dîner familial. Rien ne collait avec leur mission. « Madame, » a dit monsieur Dulac en se tournant vers moi, « êtes-vous résidente de notre établissement ? » Jamais de ma vie. Avez-vous des problèmes de mémoire ou de confusion mentale? Aucun. Je m'appelle Adèle Carpentier. J'ai 77 ans. Je suis veuve, professeure de français retraitée. Je vis dans cet appartement depuis 52 ans. Mon mari Michel est décédé il y a 3 ans. Ma fille Mathilde est assise là. Mon fils Clément est celui qui vous a ouvert la porte. Et ces messieurs sont venus me kidnapper sur les ordres de ma belle-fille. Le silence. Absolu. Monsieur Dulac s'est tourné vers Virginie. Son visage avait changé. Il n'était plus l'employé obéissant. Il était le professionnel qui sent qu'on l'a manipulé. « Madame, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Virginie a pâli. « Elle est confuse. Elle invente des choses. Montrez-leur les papiers, Clément, les documents médicaux. » Clément ne bougeait pas. Il me regardait. Pour la première fois depuis des semaines, il me regardait vraiment. Et il a vu ce qu'il était devenu. « Clément !» Virginie criait presque maintenant. « Les papiers ?» « Il n'y a pas de papier, ai-je dit doucement. Ou plutôt, il y a des faux, des documents falsifiés, une procuration que je n'ai jamais signée, une lettre avec mon faux signature demandant un placement volontaire. Tout est là. J'ai sorti une enveloppe de dessous mon assiette, l'ai tendue à monsieur Dulac. Il l'a ouverte, a lu. Son visage est devenu de pierre. « Madame, monsieur », a-t-il dit en se tournant vers Virginie et Clément. « Je crois que nous avons été instrumentalisés dans une tentative de fraude. Je vais devoir en référer à ma direction. Et peut-être à la police. » Virginie a explosé. « La police? Vous êtes ridicule. Cette vieille folle nous pourrit la vie depuis des mois. Elle refuse de partir. Elle refuse d'être raisonnable. Elle est assise sur une fortune pendant que nous, on se tue à travailler. Elle n'a même plus toute sa tête. » Virginie. Clément avait enfin trouvé sa voix. « Tais-toi. »« Non, je ne me tairai pas. Cette femme devrait être reconnaissante. On s'occupe d'elle, on vient la voir, on supporte ses caprices. Et en échange, elle nous traite comme des voleurs. » Mathilde s'est levée, sa voix était glaciale. « Vous êtes des voleurs, vous avez falsifié des documents légaux, vous avez planifié un enlèvement, vous avez manipulé des employés d'une résidence pour qu'ils viennent kidnapper une femme parfaitement saine d'esprit. C'est faux, j'ai tout enregistré. » Mathilde a sorti le petit appareil du buffet. Chaque mot,
chaque conversation depuis 3 semaines, y compris celle où vous dites que ma mère devrait disparaître avant Noël pour que vous puissiez enfin respirer. Le visage de Virginie était devenu cramoisi, celui de Clément, blanc comme un linge. Bastien pleurait silencieusement à côté de moi. Petit Clément ne comprenait pas, mais il sentait que quelque chose de grave se passait. Monsieur Dulac a remis son papier dans sa poche. « Madame Carpentier, je vous présente mes excuses. Nous avons été trompés. Vous avez tout mon soutien si vous décidez de porter plainte. » « Je ne porterai pas plainte, ai-je dit calmement. Tout le monde m'a regardé. Quoi ? Mathilde était incrédule. Je ne porterai pas plainte. Ce sont mes enfants, mon fils, mes petits-enfants. Je ne détruirai pas cette famille plus qu'elle ne l'est déjà. J'ai regardé Clément, mon fils, mon premier-né. Mais je veux que tu partes, maintenant, et que tu ne reviennes plus. Clément a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux étaient rouges, brillants. Maman, va-t'en. Je ne voulais pas... Virginie m'a convaincu que c'était pour ton bien. Mensonge, lâcheté, jusqu'au bout. Va-t'en, Clément. Virginie a attrapé son sac. Elle est partie la première, claquant la porte sans un regard en arrière. Clément est resté là, paralysé. Puis il a regardé Bastien. « Bastien, viens, on rentre. » Mon petit-fils m'a serré fort, fort dans ses bras. « Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi, mon cœur. » Puis il est parti avec son père et son petit frère. Ma famille, brisée. Après leur départ, les 2 hommes de la résidence sont restés quelques minutes. Monsieur Dulac m'a laissé sa carte, au cas où, si vous avez besoin de témoigner, ou si vous changez d'avis pour la plainte. Ce que votre fils et sa femme ont fait est criminel. Je sais. Alors pourquoi ? Parce que je suis sa mère. Il a hoché la tête. Il ne comprenait pas, mais il a respecté. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, Mathilde, Françoise, Gérard et moi, je me suis effondré. Pas de larmes, pas de cris. Juste un vide immense. Mathilde m'a prise dans ses bras. Françoise aussi. Nous sommes restés comme ça, toutes les 3, au milieu du salon, entourées des restes du dîner abandonné. « Tu as été si forte, maman », murmurait Mathilde. « Forte, non. J'étais juste vieille, et fatiguée, et seule. » Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je suis restée assise près de la fenêtre. Paris scintillait sous la neige qui avait commencé à tomber. J'ai sorti la boîte en nacre, l'alliance de Michel, mes perles, le bracelet de ma mère, 52 ans de mariage, 2 enfants, 4 petits-enfants, et j'avais tout perdu ce soir. Non, pas tout. J'avais perdu mon fils, peut-être pour toujours, mais j'avais gardé ma dignité, ma lucidité, ma liberté et ma maison. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le petit garçon que Clément avait été, celui qui me serrait la main dans les tempêtes, celui qui me dessinait des cœurs à la craie sur le trottoir. J'ai pleuré pour la mère que j'avais été, celle qui croyait que l'amour suffirait toujours. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée dans mon lit, dans ma maison, libre, j'ai compris que j'avais gagné, pas la guerre, mais une bataille, et que parfois, c'est tout ce qu'on peut demander. Les jours qui ont suivi le 20 décembre ont été les plus étranges de ma vie, pas les plus douloureux. Non, la douleur, je la connaissais, la mort de Michel, la solitude, l'abandon, mais cette sensation de vide absolu, de liberté mêlée à la perte, c'était nouveau. C'était comme apprendre à respirer, après avoir failli se noyer. Le lendemain matin, je me suis réveillée à l'aube. La neige avait recouvert Paris d'un manteau blanc. Le silence était presque surnaturel. Je suis restée longtemps au lit, regardant le plafond, écoutant les bruits de l'immeuble qui s'éveillait, Madame Renard du dessous qui préparait son café, Monsieur Leblanc du dessus qui sortait son chien. La vie continuait. Indifférente à ma tragédie personnelle, je me suis levée. J'ai préparé mon thé. J'ai mis du pain à griller. J'ai ouvert les volets sur la ville enneigée. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu peur. Peur que quelqu'un vienne. Peur qu'on me prenne quelque chose. Peur de perdre ma maison. J'étais seule, vraiment seule. Mais j'étais libre. Mathilde est arrivée vers 10 heures. Elle portait 2 croissants chauds et un thermos de café. Je me suis dit que tu n'aurais pas envie de cuisiner. Nous nous sommes installés dans la cuisine, celle où j'avais préparé 1000 repas, consolé 1000 chagrins, écouté 1000 secrets. « Comment tu te sens ?» a-t-elle demandé. Comment je me sentais? Vide, c'est normal. Soulagée, ça aussi, c'est normal. Coupable. Mathilde a posé sa tasse. Coupable? Pourquoi? Parce que c'est mon fils. Parce que quelque part, j'ai dû échouer. Une mère qui réussit n'élève pas un enfant capable de ça, capable de trahison, de mensonge, de vol. Mathilde a pris mes mains dans les siennes. Maman, écoute-moi bien. Tu n'as pas échoué. Papa et toi, vous nous avez donné tout ce que des parents peuvent donner. L'amour, l'éducation, les valeurs, la sécurité. Clément a fait ses propres choix, des choix d'adulte, des choix qu'il devra assumer.
Mais je suis sa mère, et il est un homme de 39 ans, un avocat, un père. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il a choisi l'argent. Il a choisi Virginie. Il a choisi de te trahir. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Combien de fois faudrait-il que je l'entende avant de le croire? Les jours suivants ont eu une qualité étrange, presque irréelle. J'ai rangé l'appartement, lavé la vaisselle du dîner inachevé, replié la nappe en lin, rangé les verres en cristal, effacé les traces. J'ai aussi commencé à trier. Pas pour partir, pas pour céder, mais pour comprendre ce qui comptait vraiment. Les armoires pleines de vêtements que je ne portais plus, les placards remplis de vaisselle héritée de ma belle-mère, les cartons de Michel que je n'avais jamais eu le courage d'ouvrir, 52 ans de vie commune. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on lâche? Mathilde venait tous les jours. Parfois, elle restait silencieuse, travaillant sur son ordinateur pendant que je triais. Parfois, elle me racontait sa journée, ses projets, ses expositions. Elle me ramenait à la vie. Françoise venait aussi. Elle m'amenait au marché, au cinéma, au concert du dimanche à Saint-Julien-le-Pauvre. « Tu dois sortir, Adèle. Tu ne peux pas rester enfermée à ruminer. » Elle avait raison. Paris en décembre était magnifique. Les illuminations de Noël, les vitrines décorées, l'odeur du vin chaud sur les marchés. La vie n'attendait pas que je sois prête. Elle continuait, et je devais suivre. Une semaine après le dîner, j'ai reçu un message de Bastien. « Mamie, tu me manques. Papa ne veut pas que je t'appelle. Mais je pense à toi. Je t'aime. » Mon cœur s'est brisé et réchauffé en même temps. J'ai répondu « Mon cœur, tu me manques aussi. Je t'aime plus que tout. Un jour, quand tu seras plus grand, je t'expliquerai tout. En attendant, sois sage, travaille bien à l'école et sache que ta mamie est toujours là. » Il a répondu presque immédiatement « Papa va mal, il ne mange plus. Maman est en colère tout le temps. Petit Clément pleure la nuit. Papa va mal. » Bien sûr qu'il allait mal. On ne trahit pas sa mère sans que ça ne vous ronge de l'intérieur. J'aurais pu me réjouir. J'aurais pu penser « Voilà, il souffre, c'est bien fait. » Mais je ne ressentais que de la tristesse. Une tristesse immense, océanique. Mon fils souffrait et je ne pouvais rien faire. 2 semaines avant Noël, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Dubois, mon notaire depuis 30 ans. « Maître, je voudrais modifier mon testament. » Il y a eu un silence au bout du fil. « Adèle, est-ce à cause de ce qui s'est passé avec Clément ?» Tout Paris savait. Françoise avait dû parler. Ou Mathilde. Ou les employés de la résidence Les Tilleuls. Les secrets ne durent jamais longtemps. Oui, je comprends. Vous voulez le déshériter? Le déshériter. Rayer mon fils de ma vie, de mon héritage, de mon histoire. Non. Maître Dubois a paru surpris. Non, non. Je veux modifier les parts, mais pas le déshériter. 3 jours plus tard, j'étais dans son bureau, boulevard Saint-Germain, un endroit où Michel et moi étions venus tant de fois, pour acheter l'appartement, pour faire notre testament, pour organiser notre succession, nos projets d'avenir, un avenir qui n'existait plus. Maître Dubois m'a reçu avec la courtoisie un peu triste des notaires qui voient les familles se déchirer. « Alors, Adèle, qu'avez-vous décidé ? » « Je veux léguer 40% de mon patrimoine à Mathilde, 40% à Clément, 10% à Bastien, 10% à Petit Clément. Donc, vous ne déshéritez pas Clément. Non, c'est mon fils, malgré tout. Mais vous réduisez sa part. Oui, et je veux ajouter une clause. J'ai sorti un papier de mon sac, un texte que j'avais écrit et réécrit 100 fois. À mon fils Clément, je te lègue 40% de mon patrimoine, non parce que tu le mérites, mais parce que je t'ai aimé. J'espère qu'un jour, tu comprendras que l'argent ne vaut rien sans l'honneur, que la richesse sans la dignité est une prison, et que trahir sa mère, même pour 1 million d'euros, est une dette qu'on paie toute sa vie. Je te pardonne, mon fils, mais je ne t'oublie pas. Maître Dubois a lu en silence. Quand il a relevé les yeux, ils étaient humides. Adèle, c'est très généreux. Après ce qu'il a fait, je suis sa mère. Mais il a essayé de... Je sais ce qu'il a essayé de faire. Et c'est justement pour ça que je veux qu'il reçoive cet héritage. Pas pour le récompenser, mais pour qu'il se souvienne. Pour qu'il sache que même après ce qu'il m'a fait, je ne l'ai pas abandonné. Pour qu'il vive avec cette honte. Pour qu'il comprenne ce qu'est vraiment une mère. Maître Dubois a rédigé le Nouveau Testament. Je l'ai signé. 2 témoins ont signé après moi. En sortant de son bureau, j'ai marché jusqu'à la Seine. Il faisait froid, mais le soleil brillait. Des touristes prenaient des photos du pont des Arts. Des péniches glissaient sur l'eau noire. Paris, ma ville, ma vie. J'ai sorti la boîte en nacre de mon sac, celle que Michel m'avait rapportée de Venise, celle que Virginie avait fouillée, convoitée. À l'intérieur, mon alliance, les perles de ma mère, le bracelet en or, des souvenirs, pas des possessions. J'ai retiré mon alliance pour la première fois depuis la mort de Michel. Elle avait laissé une marque pâle sur mon doigt, une empreinte de 52 ans.
Je l'ai regardé longtemps, cette alliance en or blanc gravé de nos initiales. M&A, 15 juin 1969. Michel, si tu voyais notre fils aujourd'hui. Mais Michel ne verrait rien. Michel était mort. Et moi, j'étais vivante. Il fallait continuer. J'ai remis l'alliance à mon doigt, pas par habitude, mais par choix, parce que Michel avait été un homme bon, et que cet amour-là méritait d'être honoré. Noël est arrivé. Le premier Noël sans Clément, sans les garçons, sans la grande table, les rires, les cadeaux sous le sapin. Mathilde m'a proposé de passer la journée ensemble. On pourrait aller au restaurant ou partir quelques jours. Non, je veux rester ici. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin d'être ici. Une dernière fois, pour dire au revoir à ce qui était. Elle a compris. Le matin de Noël, je me suis réveillée seule dans l'appartement silencieux. Pas de bruit d'enfant, pas de sapin, pas de dinde qui rôtit dans le four, juste le silence. J'ai préparé mon thé. J'ai mis mon disque de Noël préféré, celui que Michel aimait tant, Barbara, mon enfance. Puis je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé Paris s'éveiller. 77 ans, veuve, seule, mais libre. Vers midi, la sonnette a retenti. Mon cœur a bondi. Clément? J'ai ouvert. C'était Bastien, seul, avec un petit paquet dans les mains. Mamie, mon cœur, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit à maman que j'allais chez mon copain Thomas. Papa ne sait pas que je suis là. Mon petit résistant. Il est entré. Je l'ai serré fort, fort contre moi. Je ne peux pas rester longtemps, a-t-il dit. Mais je voulais te donner ça. Il m'a tendu le paquet. À l'intérieur, une photo encadrée. Une photo de nous deux, prise l'été dernier à Deauville. Nous sourions, nos cheveux dans le vent, heureux, avant. Au dos, il avait écrit « À la meilleure mamie du monde, je t'aimerai toujours, Bastien ». J'ai pleuré. Pour la première fois depuis le dîner, j'ai vraiment pleuré. Bastien est resté 1 heure. Nous avons bu du chocolat chaud, mangé des biscuits, parlé de tout et de rien. Papa pleure la nuit, m'a-t-il dit soudain. Je l'entends. Mon fils, mon petit garçon devenu homme, qui pleurait. Et toi, Bastien, comment tu vas? Ça va? Enfin, non, ça ne va pas. J'ai honte. Honte de ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas ta faute, mais c'est mon père. Et moi, c'est mon fils. On ne choisit pas sa famille, mon cœur. On fait juste du mieux qu'on peut avec. Il a hoché la tête. Puis, mamie, est-ce que tu pardonneras un jour à papa? La question, celle que je me posais chaque nuit. Je ne sais pas, mon cœur. Peut-être, un jour, quand il comprendra vraiment ce qu'il a fait. Et s'il ne comprend jamais, alors il vivra toute sa vie avec ce poids, et ce sera sa punition. Après le départ de Bastien, je suis restée longtemps assise avec la photo dans les mains. Bastien, 14 ans, assez grand pour comprendre, assez jeune pour souffrir, pris entre 2 camps, entre son père et sa grand-mère, comme tous les enfants de divorce, car c'était bien de ça qu'il s'agissait, un divorce familial. Clément avait choisi son camp, Virginie avait choisi le sien. Mathilde et moi, nous étions de l'autre côté, et les enfants, au milieu, essayaient de survivre. Le soir de Noël, Mathilde est venue avec Françoise, Gérard et 3 autres amis du club de bridge. Elles avaient apporté du champagne, des huîtres, un gigot, une bûche. « On ne te laisse pas seule ce soir », a décrété Françoise. Nous avons dressé la grande table, mis la nappe en lin, les verres en cristal, les bougies, comme avant, mais pas comme avant. Nous avons mangé, ri, raconté des histoires, évoqué les Noëls d'autrefois. Personne n'a parlé de Clément, personne n'a posé de questions, juste de l'amitié, pure, simple, inconditionnelle. Vers minuit, alors que tout le monde était parti, Mathilde et moi sommes restés seuls dans le salon. Merci, ma chérie. Pourquoi? Pour être là, pour ne pas m'avoir abandonnée. Maman, elle a pris mes mains. Tu es ma mère, ma seule mère. Je ne t'abandonnerai jamais. Ma fille, mon bébé sauvage, devenue ma plus grande alliée. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer quelque chose. De petits signes, des échos, des murmures. Marguerite, du club de bridge, m'a raconté qu'elle avait vu Virginie au bon marché, hurlant sur une vendeuse. Elle avait l'air, comment dire, à bout, complètement stressée. Geneviève m'a dit qu'elle avait croisé Clément dans le métro. Il avait tellement vieilli, Adèle, comme s'il avait pris 10 ans en quelques semaines. Mon voisin, Monsieur Leblanc, m'a raconté qu'il les avait vus se disputer violemment devant l'immeuble de Neuilly. Votre belle-fille criait quelque chose à propos d'argent, de dettes, de tout ça pour rien. Pour rien? Parce que je n'étais pas partie, parce que l'appartement ne serait pas vendu, parce que leur plan avait échoué. Début janvier, Bastien m'a envoyé un autre message. Mamie, maman et papa vont peut-être divorcer. Papa dort sur le canapé. Ils ne se parlent plus. Le divorce. La conséquence naturelle de leur trahison. Le karma qui commence son travail.
Je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse, juste une forme de reconnaissance. La vie avait sa propre justice, plus lente que celle des tribunaux, plus douce, mais implacable. Ils avaient voulu me prendre ma maison, ma liberté, ma dignité, et maintenant, c'était eux qui perdaient tout, leur mariage, leur paix, leur sommeil, eux-mêmes. Un soir de janvier, j'étais assise près de la fenêtre avec ma tasse de thé, regardant la neige tomber doucement sur Paris. Mathilde était là, travaillant sur son ordinateur. « Maman? Oui? Tu es heureuse? Heureuse? Quel mot étrange. Non, pas heureuse, mais en paix, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose. J'avais gagné. Pas en détruisant Clément, pas en portant plainte, pas en lui retirant son héritage. J'avais gagné en restant debout, en refusant de devenir la vieille femme fragile qu'il voulait que je sois, en gardant ma maison, ma lucidité, ma dignité, et surtout en comprenant une vérité simple. La vie se charge toujours de rendre justice, pas tout de suite, pas de la façon qu'on attend, mais toujours, inexorablement. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais il a une façon particulière de remettre les choses à leur place, de révéler la vérité des êtres, et de rendre à chacun ce qu'il a semé. Février est arrivé avec ses pluies grises et ses matins sombres. Paris avait perdu sa magie de Noël. Les illuminations étaient éteintes, les rues désertes après les fêtes, une ville qui respirait après l'excès. Moi aussi, je respirais. Pour la première fois depuis des mois, je dormais toute la nuit, sans cauchemar, sans réveils en sursaut à 3 heures du matin, l'estomac noué par l'angoisse. J'avais survécu. Plus que ça, j'avais gagné. Pas contre Clément, pas contre Virginie, contre la peur. Je m'étais levée tous les matins. J'avais fait mon thé, ouvert mes volets, préparé mes repas, sorti voir mes amis, continué mes cours d'aquarelle. J'avais continué à vivre. Et dans cette simple persistance, il y avait une victoire que personne ne pouvait m'enlever. Mais le monde, lui, continuait aussi. Et les échos de cette soirée de décembre me parvenaient par bribes, par fragments. Bastien m'appelait en cachette, tous les samedis matins. C'était devenu notre rituel. Lui dans sa chambre, la porte fermée. Moi dans ma cuisine, avec ma tasse de thé. Mamie? Oui, mon cœur. Papa a déménagé. Déménagé. Le mot est tombé comme une pierre dans un puits. Où? Dans un studio, à Montreuil. Maman a gardé l'appartement. Elle dit que c'est elle qui paie le crédit de toute façon. Montreuil, un studio. Mon fils, avocat, qui avait grandi dans 180 mètres carrés dans le 15e, vivait maintenant dans un studio à Montreuil. Et toi, tu le vois? Oui, un week-end sur 2. Mais, quoi mon cœur? Il ne parle plus. Il regarde juste par la fenêtre. Petit Clément lui demande pourquoi il ne rit plus. Papa ne répond pas. Mon fils, mon petit garçon, devenu une ombre. Mars est arrivé. Avec lui, les premières douceurs du printemps, les bourgeons sur les arbres, les terrasses qui rouvraient, Paris qui se réveillait. Françoise m'a traîné au théâtre, à l'opéra, aux expositions. Mathilde m'a inscrite à un atelier d'écriture à la mairie du 15e. Pour que tu racontes ton histoire, maman. Je ne suis pas écrivain. Tu es professeur de français. Tu as des choses à dire. Écris-les. Écrire, peut-être. Un jeudi après-midi de mars, j'étais au marché rue Le Courbe quand je l'ai vue. Virginie. Elle ne m'avait pas remarqué. Elle était devant l'étal de légumes, en train de marchander le prix des tomates, avec une âpreté qui m'a surprise. Virginie, qui achetait ses légumes chez le primeur bio de Neuilly. Virginie, qui ne connaissait même pas le prix d'une tomate. Elle portait un jean délavé, un pull informe, pas de maquillage. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient attachés n'importe comment. Elle avait l'air fatiguée, vieillie, vaincue. Le marchand a cédé. 50 centimes de moins. Elle a payé avec de la petite monnaie, comptant soigneusement chaque pièce. Puis elle s'est retournée. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux une succession d'émotions. Surprise, honte, colère, et quelque chose d'autre, de la peur. Elle a détourné les yeux, a attrapé son sac, est partie en marchant vite, presque en courant, fuyant. Je suis restée là, mon panier à la main, regardant sa silhouette disparaître dans la foule. Elle m'avait traitée de folle, de vieille femme confuse, de fardeau. Et maintenant, c'était elle qui fuyait, qui comptait sa monnaie, qui marchandait des tomates. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ce soir-là, j'ai appelé Mathilde. J'ai vu Virginie aujourd'hui. Où? Au marché. Et elle avait l'air détruite. Un silence. Puis Mathilde a dit doucement, « Tu te sens coupable? » Me sentais-je coupable? Non, juste, triste. Maman, elle a essayé de te voler ta vie. Je sais. Mais la voir comme ça, c'est pas toi qui l'as mise dans cette situation. C'est elle, ses choix. Ses mensonges. Elle récolte ce qu'elle a semé. Ce qu'elle a semé. Tu as des nouvelles de Clément? Oui, Mathilde a hésité.
Il m'a appelé la semaine dernière. Clément avait appelé Mathilde, mon fils, qui ne m'appelait plus depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'il voulait? Parler, enfin, pleurer surtout. Le divorce est prononcé. Virginie garde l'appartement et la garde principale des enfants. Lui paie une pension alimentaire qu'il ne peut pas se permettre. Il a dû vendre sa voiture. Il envisage de quitter son cabinet. Tout s'effondrait. La vie qu'il avait construite, la famille qu'il avait eue, l'image qu'il projetait. Il t'a parlé de moi? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Mathilde a pris une grande inspiration. Il a dit « J'ai tout perdu, Mathilde. Ma femme, mes enfants, mon travail, ma mère. Et pourquoi? Pour rien. L'appartement sera à elle de toute façon. Dans 10 ans, dans 20 ans, quand elle mourra. Qu'est-ce que ça changeait que ce soit maintenant ou plus tard? Rien. J'ai tout sacrifié pour rien. Pour rien. » Voilà la vérité qu'il découvrait trop tard. L'argent qu'il convoitait tant, il l'aurait eu de toute façon. Un jour, quand je serais morte naturellement. Mais il n'avait pas pu attendre. Et maintenant, il avait tout perdu, y compris sa propre estime. Avril est arrivé avec ses cerisiers en fleurs et ses après-midi doux. J'ai recommencé à jardiner sur mon balcon. Des géraniums, du basilic, des tomates cerises. La vie qui reprend, fragile, tenace. Bastien venait me voir tous les samedis maintenant. Officiellement. Virginie ne pouvait plus l'en empêcher. « Maman dit que tu lui as fait du mal », m'a-t-il raconté un jour. « Que c'est ta faute si papa et elle ont divorcé. » Ma faute, bien sûr. Les coupables trouvent toujours quelqu'un d'autre à blâmer. « Et toi, Bastien, qu'est-ce que tu en penses ?» Il a réfléchi longuement, assis à ma table de cuisine, mangeant les cookies que je venais de faire. « Je pense que maman et papa ont fait quelque chose de mal. Je pense qu'ils ont essayé de te faire du mal. Et je pense que... » Il a hésité. Je pense que parfois, quand on fait du mal, on finit par se faire du mal à soi-même. 14 ans, et déjà cette sagesse. Tu as raison, mon cœur. Papa me manque. Pas le papa d'aujourd'hui, mais le papa d'avant. Celui qui riait, qui jouait au foot avec moi, qui racontait des blagues nulles. Ce papa-là était mort aussi. Tué par la cupidité, par la lâcheté, par les mauvais choix. Un dimanche de mai, je suis allée me promener au cimetière du Montparnasse. La tombe de Michel. Je n'y étais pas retournée depuis des mois. Depuis avant, tout ça, j'ai apporté des roses blanches, ses préférées. Je me suis assise sur le banc en face de sa pierre tombale. Michel Carpentier, 1947-2022. Époux aimant, père dévoué, époux aimant. Oui, il l'avait été. Père dévoué. Oui, il avait essayé. Michel, ai-je murmuré, notre fils est perdu. Je ne sais pas comment le sauver. Je ne sais même pas si je veux le sauver. Le vent dans les arbres, des oiseaux, le silence. Il a tout gâché, par avidité, par faiblesse. Et maintenant, il paye. Chaque jour, il paye. Silence. Et moi, je devrais me sentir, quoi? Vengée? Satisfaite? Je ne ressens rien de tout ça, Michel. Je ressens juste du vide, de la tristesse. Une femme âgée est passée, déposant des fleurs sur une tombe voisine. Elle m'a souri tristement. La solidarité des veuves. J'ai modifié le testament, ai-je continué. Il aura sa part, parce qu'il est un autre fils. Mais il saura que malgré ce qu'il m'a fait, je ne l'ai pas détruit. Parce que c'est ça, être une mère. Pardonner l'impardonnable. Aimer malgré tout. Les larmes coulaient maintenant. Pas de colère, pas de douleur, juste de la tristesse, pure, profonde. Tu me manques, Michel. Tous les jours, tu me manques. Mais tu sais quoi? Je suis contente que tu ne sois pas là pour voir ça. Ça t'aurait brisé le cœur. Juin est arrivé. Les jours longs, les soirées douces, Paris en été. J'ai fêté mon 78e anniversaire entouré de Mathilde, Bastien, Françoise et mes amis. Un déjeuner sur le balcon, avec vue sur les toits de Paris. Pas de Clément, pas de Virginie, pas de petit Clément. Une famille amputée, mais une famille quand même. Bastien m'a offert un carnet en cuir. Pour que tu écrives ton histoire, mamie. Comme Mathilde l'a dit, pour que tu te souviennes. Me souvenir, comme si je pouvais oublier. Juillet, la canicule. Paris vidé de ses habitants, envahi par les touristes. Un après-midi étouffant, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô, maman. La voix de Clément. Après 7 mois de silence, mon cœur a bondi, puis s'est glacé. Clément, je peux te voir? Me voir. Après tout ce temps, après tout ça. Pourquoi? Parce que sa voix s'est brisée. Parce que je ne peux plus vivre comme ça. Nous nous sommes donné rendez-vous 2 jours plus tard, au jardin du Luxembourg, terrain neutre. Il était assis sur un banc près de la fontaine Médicis. Je l'ai reconnu de loin, mais à peine. Mon fils, mon beau Clément, avait vieilli de 10 ans, maigre, voûté, des cheveux gris sur les tempes, des cernes profonds, les mains tremblantes, l'ombre de l'homme qu'il avait été.
Je me suis assise à côté de lui, sans parler. Juste là, il a pleuré, silencieusement, les épaules secouées de sanglots muets. Mon fils, qui pleurait comme un enfant. « Je suis désolé, a-t-il fini par dire. « Je suis tellement désolé, maman. Désolé. » Ce mot minuscule pour une trahison immense. Qu'est-ce qui s'est passé, Clément? Comment on en est arrivé là? Il s'est essuyé les yeux avec le dos de la main. Je ne sais pas. Virginie me répétait sans cesse qu'on méritait mieux, que tu avais trop, que c'était injuste. Et au début, je résistais. Je te jure, maman. Au début, je disais non. Mais après, il a secoué la tête. Après, j'ai commencé à y croire. À voir l'appartement comme quelque chose qui nous appartenait déjà. Comme si tu nous le volais en continuant à y vivre. Dans ma propre maison. Et maintenant que tu as tout perdu, maintenant je comprends. Sa voix était à peine audible. Je comprends que j'ai détruit la seule chose qui comptait vraiment. Ma famille, mon honneur, ta confiance. Oui, c'était ça le plus précieux. Et c'était ça qui l'avait brisé. Nous sommes restés assis longtemps, regardant les enfants jouer autour du bassin, leur rire, leur innocence, ce que nous avions été, autrefois. Bastien me raconte que tu vas mal, ai-je dit doucement. Je vais très mal. J'ai dû quitter le cabinet. Les rumeurs, tout le monde sait. Un avocat qui essaie de voler sa propre mère. Plus personne ne veut travailler avec moi. La ruine professionnelle. J'ai perdu mes enfants. Virginie leur dit que c'est ma faute. Petit Clément ne me regarde même plus. Et Bastien me regarde avec une pitié qui me tue. La ruine familiale. Je dors 3 heures par nuit. Je me réveille en sueur, avec ton visage ce soir-là. Quand les hommes de la résidence sont venus. Tu te souviens de ton expression, maman? Comment pourrais-je oublier? Tu n'étais pas en colère, tu n'étais pas surprise, tu étais juste triste, d'une tristesse qui me hante encore. La ruine morale. Qu'est-ce que tu veux, Clément? Ai-je demandé. Pourquoi tu m'as appelé? Parce que il m'a regardé enfin. Vraiment regardé. Parce que j'ai besoin que tu saches que je regrette, que je donnerai tout pour revenir en arrière, que je comprends maintenant ce que j'ai fait. Tu comprends? Oui, j'ai essayé de te voler ta vie, ta maison, ta liberté, ta dignité. J'ai essayé de te faire passer pour folle, pour que personne ne te croie. J'ai trahi ta confiance. J'ai sali la mémoire de papa. Sa voix s'est brisée complètement. J'ai détruit tout ce qui faisait de moi un homme digne. Enfin, il voyait. Enfin, il comprenait. « Est-ce que tu me pardonnes ?» a-t-il demandé. La question, celle que j'attendais et que je redoutais. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Je comprends. » « Non, tu ne comprends pas. » J'ai pris sa main, froide, tremblante. « Je ne sais pas si je peux te pardonner parce que le pardon, ce n'est pas juste des mots. Ce n'est pas juste dire « c'est oublier ». Le pardon, c'est un chemin, long, difficile, douloureux. Je ferai ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut, Clément ? Qu'est-ce qui répare une trahison comme celle-là? Il n'a pas répondu, parce qu'il n'y avait pas de réponse. J'ai modifié mon testament, ai-je dit. Il a pâli. Je comprends. Tu me déshérites. C'est normal. Non, je ne te déshérite pas. Il m'a regardé, incrédule. Quoi? Tu auras ta part, 40%, comme Mathilde. Mais, pourquoi? Après ce que j'ai fait? Parce que tu es mon fils. Parce que malgré tout, je t'ai aimé. Je t'aime encore, d'un amour blessé, abîmé, mais qui existe quand même. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Je ne mérite pas, non, tu ne mérites pas. Mais l'amour d'une mère n'est pas une question de mérite. C'est une question de nature. Je ne peux pas te déshériter complètement. Je ne peux pas effacer que tu es mon fils. Maman, mais, j'ai continué. Cet argent viendra avec une lettre que j'ai écrite, où j'explique tout, ce que tu as fait, ce que j'ai ressenti, et pourquoi je te laisse quand même cette part, pour que je me souvienne. Oui, pour que tu te souviennes, pour que chaque fois que tu dépenseras 1 centime de cet héritage, tu penses à ce soir de décembre, à ce que tu as failli me faire, à ce que tu es devenu. Nous sommes restés encore 1 heure, à parler, à pleurer, à essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là. Au moment de partir, Clément m'a serré dans ses bras. « Je vais passer le reste de ma vie à essayer de mériter ton pardon », a-t-il murmuré. « Ne le fais pas pour moi, ai-je répondu. Fais-le pour toi, pour Bastien, pour petit Clément, pour redevenir l'homme que ton père aurait voulu que tu sois. L'homme que son père aurait voulu qu'il soit. Honnête, digne, fort, pas celui qu'il était devenu. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai marché lentement dans les rues de Paris. Le soleil se couchait sur la Seine. Les terrasses étaient pleines. Des rires, de la musique. La vie qui continuait, indifférente à nos petites tragédies. Je suis passé devant l'immeuble de Clément à Neuilly, l'appartement pour lequel il s'était battu.
l'appartement qu'il avait perdu. Les fenêtres étaient allumées. J'ai vu une silhouette. Virginie, probablement, seule. Elle avait gagné l'appartement, mais perdu tout le reste. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. « Adèle, j'ai des nouvelles. Virginie a mis l'appartement en vente. » Quoi ? Elle ne peut pas payer le crédit seule, et avec la pension alimentaire qu'elle reçoit de Clément, elle n'a pas le choix. L'appartement en vente. L'appartement pour lequel ils avaient tout sacrifié. L'appartement qu'ils perdaient, de toute façon. Elle déménage dans un 3 pièces à Créteil, avec les garçons. Créteil, de Neuilly à Créteil. La chute. 1 mois plus tard, c'était l'été. Août. Paris désert. Je prenais mon café sur le balcon quand Mathilde est arrivée, essoufflée. « Maman, tu ne devineras jamais. »« Quoi ? Je viens de croiser Virginie, à l'hôpital Saint-Louis. » L'hôpital. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle va bien ? Je ne sais pas. Elle était dans le couloir, seule, assise sur une chaise en plastique. Elle attendait. Elle t'a vu ? Oui. Nos regards se sont croisés. Et tu sais ce que j'ai vu, maman ? Quoi ? Le même regard que toi, ce soir de décembre. Le même regard, vide, perdu, brisé. Elle m'avait traité de folle, ai-je murmuré. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ce soir-là, assise sur mon balcon, regardant le soleil se coucher sur Paris, j'ai compris. J'avais gagné. Non pas parce que je les avais détruits, mais parce que j'étais encore là, vivante, libre, debout. Et eux, ils avaient tout perdu. Pas à cause de moi, mais à cause d'eux-mêmes, à cause de leur choix, de leur cupidité, de leur trahison. La vie avait fait son travail, lentement, sûrement, rendant à chacun ce qu'il avait semé. Moi, j'avais semé l'amour, la dignité, le pardon, et je récoltais la paix. Eux, ils avaient semé la trahison, le mensonge, la cupidité, et ils récoltaient la ruine. C'était ça, la vraie justice, pas celle des tribunaux, celle de la vie. Il y a 1 an aujourd'hui, 1 an depuis ce dîner de décembre où ma vie a basculé, 1 an depuis que j'ai découvert qui était vraiment mon fils, et qui j'étais vraiment, moi. Je suis assise sur mon balcon, ce même balcon où j'ai planté des géraniums au printemps. Ils sont magnifiques maintenant, en pleine floraison, rouges, vivants, comme moi, 79 ans, bientôt 80, et je me sens plus vivante qu'à 50 ans. Paris s'étend devant moi, belle et indifférente. Les toits en zinc brillent sous le soleil de décembre. Un soleil pâle, mais qui réchauffe quand même, comme l'espoir. Mathilde est à l'intérieur, préparant le déjeuner. Bastien arrive dans 1 heure, Françoise et Gérard aussi. Nous allons fêter ce premier anniversaire. Pas l'anniversaire d'une tragédie, l'anniversaire d'une renaissance. Je repense souvent à cette année, à tout ce qui s'est passé, à tout ce que j'ai perdu, à tout ce que j'ai gagné. J'ai perdu mon fils, pas physiquement. Clément est encore vivant, mais le fils que je connaissais, celui que j'avais élevé, celui en qui j'avais cru, lui, il est mort ce soir de décembre. À sa place, il y a un homme brisé que je vois 1 fois par mois. Nous prenons un café. Nous parlons prudemment, comme 2 étrangers qui apprennent à se connaître. Il me raconte son nouveau travail, consultant indépendant, loin du prestige de son ancien cabinet. Il me parle de sa thérapie, de son travail sur lui-même. Il essaie, je lui reconnais ça. Il essaie de redevenir quelqu'un de bien. Je ne sais pas s'il y arrivera. Je ne sais pas si un jour nous retrouverons quelque chose qui ressemble à une relation mère-fils. Mais au moins, il essaie. Et moi, j'ai appris quelque chose de fondamental. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut pas forcer le pardon quand la blessure est encore ouverte. On peut juste attendre et voir. J'ai perdu une illusion aussi. L'illusion que l'amour familial est inconditionnel, qu'être une bonne mère garantit d'avoir de bons enfants. Que faire de son mieux suffit? Non. Rien de tout cela n'est vrai. On élève des enfants du mieux qu'on peut. On leur donne des valeurs, de l'éducation, de l'amour. Mais à un moment, ils deviennent des adultes. Et les adultes font leurs propres choix, leurs propres erreurs, leurs propres trahisons. Et ces choix ne reflètent pas toujours l'éducation qu'ils ont reçue. Ils reflètent qui ils sont, vraiment, profondément. Clément a choisi l'argent. Virginie a choisi la cupidité. Et ils ont payé, cher. Mais j'ai aussi gagné beaucoup cette année. J'ai gagné Mathilde, ma fille, que je connaissais mal avant. Celle que je prenais pour une artiste insouciante, un peu perdue. J'avais tort. Mathilde est la personne la plus forte que je connaisse. Elle a tout quitté pour me défendre. Elle a tenu bon quand j'étais prête à abandonner. Elle m'a rappelé qui j'étais quand je l'oubliais. Ma fille, mon roc, mon allié. Nous déjeunons ensemble 2 fois par semaine maintenant. Elle me montre ses créations. Je lis ses projets. Nous parlons de tout, de rien, de la vie. Nous sommes devenus amis,
plus que mère et fille, amie. J'ai gagné Bastien aussi. Mon petit-fils courageux qui a risqué la colère de ses parents pour me protéger. Il a 15 ans maintenant, presque un homme. Il vient tous les samedis. Nous cuisinons ensemble. Je l'aide avec ses devoirs de français. Il me parle de ses amis, de ses rêves, de ses peurs. L'autre jour, il m'a dit « Mamie, merci de m'avoir appris ce qu'est le courage. » Le courage? Oui. Le courage de rester debout quand tout le monde veut te voir tomber. Le courage de pardonner sans oublier. Le courage d'être seul plutôt que mal accompagné. Mon petit-fils, qui m'enseignait déjà. J'ai gagné mes amies aussi. Françoise, Geneviève, Marguerite. Elles ont été là, tous les jours, sans juger, sans poser de questions. Juste là, l'amitié vraie, celle qui ne demande rien, celle qui donne tout. Nous avons recommencé notre club de bridge, tous les jeudis. Mais maintenant, nous parlons plus que nous ne jouons. Nous rions, nous pleurons, nous nous soutenons. 70 ans, 80 ans, et nous découvrons encore la vie. J'ai gagné quelque chose d'autre aussi, quelque chose que je ne peux pas toucher, mais que je sens tous les matins en me réveillant. La liberté. Pas la liberté d'aller et venir. Celle-là, je l'ai toujours eue. La liberté intérieure. La liberté de ne plus avoir peur, de ne plus me sentir coupable d'exister, de ne plus m'excuser d'occuper de l'espace. La liberté d'être vieille et vivante à la fois. Pendant des mois, j'avais intériorisé le regard de Clément et Virginie. Je me voyais comme ils me voyaient, une vieille femme fragile, confuse, encombrante, un fardeau, un obstacle, une chose à gérer. Mais ce n'est pas ce que je suis. Je suis Adèle Carpentier, 79 ans, veuve, mère, grand-mère, professeure retraitée. Je suis vivante, lucide, digne, et je ne demande pardon à personne d'exister. J'ai aussi repris mes cours d'aquarelle. J'ai même exposé dans une petite galerie à Belleville, grâce à Mathilde. 3 tableaux vendus, des paysages de Paris. Paris, ma ville, qui m'a vu naître, aimer, souffrir, renaître. J'ai commencé à écrire aussi, dans le carnet que Bastien m'a offert. D'abord timidement, puis de plus en plus librement. Mon histoire, notre histoire, celle que vous venez d'entendre. L'atelier d'écriture m'a encouragée. Publiez-la, m'ont-ils dit. D'autres femmes ont besoin de l'entendre. Peut-être que quelque part, une femme de 70 ans se sent trop vieille, trop seule, trop fragile. Peut-être qu'elle a besoin de savoir qu'on peut encore se battre à 77 ans, qu'on peut encore gagner. Clément et Virginie, ils continuent leur vie aussi. Clément a trouvé un petit appartement à Malakoff, modeste, propre. Il reconstruit, lentement. Il voit un thérapeute 2 fois par semaine. Il essaie de renouer avec ses fils. Virginie, elle, a disparu de ma vie. Elle vit à Créteil avec les garçons. Bastien me dit qu'elle est différente maintenant. Plus calme, plus humble, moins arrogante. La vie l'a domptée. Comme elle dompte tout le monde, finalement. Je ne leur souhaite pas de mal. Je ne célèbre pas leur chute. Je constate juste. Ils ont semé. Ils récoltent. C'est tout. L'autre jour, j'ai croisé Madame Beaumont. Vous vous souvenez? La femme de la résidence Les Tilleuls, celle qui regardait par la fenêtre avec ce regard vide. Je l'ai vue au marché. Elle était avec sa fille. Elles riaient ensemble. Madame Beaumont portait un panier rempli de fruits. Madame Carpentier, elle m'a reconnue. Je ne vous ai jamais remercié. Remercié? Pourquoi? Pour ne pas être venue à la résidence, pour avoir tenu bon. Vous m'avez inspiré. J'ai quitté Les Tilleuls il y a 6 mois. Ma fille a compris que j'allais bien, que je n'avais pas besoin d'être enfermée, inspirée. Moi, Adèle Carpentier, j'avais inspiré quelqu'un. Nous avons pris un café ensemble, Madame Beaumont et moi. Elle m'a raconté son histoire, si proche de la mienne. Les fils trop pressés, les belles filles trop avides, les appartements trop grands, les vieilles femmes trop encombrantes, l'histoire de tant de femmes de notre génération. Mais vous, vous avez résisté, m'a-t-elle dit. Vous leur avez tenu tête, et vous avez gagné. Gagné. Oui, j'ai gagné. Mais à quel prix? Hier soir, j'ai eu une conversation étrange avec Mathilde. Maman, tu ne regrettes rien? Rien de quoi? De ne pas avoir porté plainte, de leur avoir quand même laissé leur héritage, de ne pas les avoir détruits complètement. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Non, je ne regrette rien, mais ils t'ont fait tellement de mal. Oui. Mais si je les avais détruits, Mathilde, qui serais-je devenue? Qui serais-je devenue? Une femme amère, vengeresse, dure? Non, ce n'est pas moi. La vengeance ne répare rien, ai-je expliqué. Elle ne rend pas le sommeil, elle ne referme pas les blessures, elle ajoute juste de la douleur à la douleur. Mais la justice, ma chérie, ce n'est pas toujours celle des tribunaux. Parfois, c'est celle de la vie. Regarde Clément, regarde Virginie. Ils ont tout perdu. Leur mariage, leur confort, leur réputation, leur paix.
Est-ce que j'aurais pu leur infliger pire qu'ils ne se sont infligés eux-mêmes? Non, la vie s'en était chargée, mieux que je n'aurais jamais pu. Il y a une semaine, j'ai reçu une lettre, de Virginie. Je ne l'ai pas ouverte pendant 3 jours. Je la regardais, posée sur la table de la cuisine, comme un objet dangereux. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien me vouloir? Finalement, un matin, je l'ai ouverte. Madame Carpentier, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Je ne sais même pas si vous devriez la lire. Mais je devais l'écrire. Je vous dois des excuses qui ne suffiront jamais, je le sais, mais je les dois quand même. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai essayé de vous voler votre vie, votre maison, votre liberté. J'ai manipulé votre fils, j'ai menti, j'ai triché. Pourquoi? Pour l'argent, pour le confort, pour l'ambition. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. J'ai tout perdu. Mon mariage, mon appartement, mes illusions. Mais surtout, j'ai perdu le respect de mes enfants. Bastien me regarde comme s'il ne me reconnaissait plus. Clément pleure la nuit en demandant pourquoi je lui ai fait faire ça. J'ai détruit ma famille pour un appartement que j'ai fini par perdre de toute façon. La vie m'a donné la leçon que je méritais. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je n'en ai pas le droit. Je voulais juste que vous sachiez que je comprends maintenant et que je regrette. Virginie. J'ai relu cette lettre plusieurs fois, puis je l'ai rangée dans la boîte en nacre, avec mon alliance, les perles de ma mère, le bracelet en or, les souvenirs, les cicatrices, les leçons, tout ce qui fait une vie. Est-ce que je lui pardonne? Je ne sais pas encore. Peut-être un jour, peut-être jamais. Mais au moins, elle a compris. Au moins, elle sait. C'est déjà ça. Cet après-midi, Bastien est arrivé avec petit Clément. C'était la première fois que je voyais mon plus jeune petit-fils depuis le dîner de décembre. Il avait 9 ans maintenant, plus timide que dans mes souvenirs, plus grave aussi. « Bonjour, mamie », a-t-il murmuré. « Mamie ». Il m'appelait encore « mamie ». Je me suis agenouillée devant lui. J'ai pris ses petites mains dans les miennes. « Bonjour, mon cœur, tu m'as tellement manqué. Maman dit que tu es méchante, que tu as fait du mal à papa. 9 ans, et déjà empoisonné par le mensonge. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu en penses ?» Il a réfléchi, avec ce sérieux qu'ont les enfants quand ils essaient de comprendre le monde des adultes. « Je pense que tu n'as pas l'air méchante, tu as l'air gentille, comme avant, quand le monde était simple, quand mamie était juste mamie. Nous avons passé l'après-midi ensemble, tous les 3. J'ai fait des crêpes, nous avons joué à des jeux de société. Bastien a raconté des blagues nulles, petit Clément a ri. Un après-midi normal, une famille normale, presque. Au moment de partir, petit Clément m'a serré fort. « Mamie, est-ce que je peux revenir ?»« Quand tu veux, mon cœur, quand tu veux. Ma famille, amputée, blessée, mais encore là, encore vivante. » Ce soir, alors que le soleil se couchait sur Paris, j'ai sorti le carnet que Bastien m'avait offert, celui dans lequel j'ai écrit toute cette histoire, notre histoire. J'ai relu les dernières pages, toute cette année, toute cette douleur, toute cette reconstruction, et j'ai compris quelque chose. Cette histoire n'est pas qu'à moi, elle appartient à toutes les femmes qui se sentent invisibles, à toutes les mères qui doutent, à toutes les vieilles femmes qu'on essaie de faire taire, à toutes celles qui croient qu'à 70 ans, la vie est finie. Non, la vie n'est jamais finie tant qu'on respire. On peut encore se battre, on peut encore gagner, on peut encore exister. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si quelque part, une femme lit ces mots et comprend qu'elle n'est pas trop vieille, pas trop faible, pas trop seule pour défendre sa dignité, alors oui, tout cela aura eu un sens. Parce qu'au fond, c'est ça la sagesse des années. Ce n'est pas d'accepter tout, ce n'est pas de se soumettre, ce n'est pas de disparaître discrètement pour ne pas déranger. Non, la sagesse, c'est savoir quand se battre. C'est connaître sa valeur, c'est refuser d'être effacé. Et puis, paradoxalement, c'est aussi savoir pardonner. Pas pour l'autre, mais pour soi. Parce que la haine empoisonne celui qui la porte. Parce que la vengeance ne libère jamais. Parce qu'à la fin, on ne garde que ce qu'on a donné. Ce soir, je suis assise sur mon balcon, dans mon appartement, dans ma ville, dans ma vie. 79 ans, veuve, seule, mais pas solitaire. Blessée, mais pas brisée. Vieille, mais vivante. Demain, je reverrai Clément. Nous prendrons notre café mensuel. Nous parlerons prudemment. Nous essaierons. Peut-être qu'un jour, peut-être, après-demain, je déjeunerai avec Mathilde. Elle me montrera ses nouvelles créations. Je lui lirai mes nouveaux textes. Ma fille, mon trésor. Samedi, Bastien viendra. Nous cuisinerons ensemble. Il me racontera sa semaine. Mon héros, mon ange gardien. Et moi, je continuerai. À vivre, à peindre, à écrire, à exister. Pas malgré mon âge. Avec mon âge, grâce à mon âge, parce que c'est ça aussi, la sagesse des années.
Comprendre que vieillir n'est pas une défaite, c'est une victoire. Chaque année vécue, chaque bataille gagnée, chaque matin où l'on se réveille encore capable de choisir, c'est une victoire. Alors à vous qui m'écoutez, à vous qui avez suivi cette histoire jusqu'au bout, je veux dire ceci. N'ayez pas peur de vieillir, n'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de défendre ce qui vous appartient. Votre vie, votre dignité, votre liberté, ce sont les seules choses qui comptent vraiment. Pas l'argent, pas le confort, pas le regard des autres, juste vous, vivant, debout, digne. Et si un jour, quelqu'un essaie de vous prendre ça, de vous faire croire que vous êtes trop vieux, trop faible, trop encombrant, souvenez-vous d'Adèle Carpentier, 77 ans, qui a tenu tête à son fils et qui a gagné. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ce soir, alors que les lumières de Paris s'allument une à une, je lève mon verre de thé vers le ciel, vers Michel, où qu'il soit, vers toutes les femmes qui se battent, vers la vie qui nous apprend, nous blesse, nous guérit, et je murmure, pour moi seul, merci, pour cette année, pour cette douleur, pour cette renaissance. Merci de m'avoir laissé vivre assez longtemps pour comprendre. Merci de m'avoir laissé devenir, enfin, moi-même.